Ok, ben donc du coup, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents. Je me présente donc du coup, je m'appelle Dominique Barrière, je suis architecte, consultant en Feng Shui True Style. J'exerce depuis à peu près 2002, voilà. Et j'intègre mes connaissances, ma pratique du Feng Shui dans mes projets d'architecture, mais aussi je partage ces informations maintenant avec mes collègues architectes dans le cadre de formations de 2 jours là qu'on a mis au point avec ILO Formation sur Marseille, Toulouse, Montpellier, avec des formations en ligne aussi depuis quelques années maintenant. Je crois que c'était depuis 2016 en fait à peu près, non 2018. Voilà, et après on retrouve aussi, j'ai des partenariats avec d'autres organismes en France, voilà, et c'est un plaisir chaque fois de pouvoir partager, faire connaître un peu ce qu'est le Feng Shui traditionnel euh, qui m'anime depuis près de 20 ans, quoi. Voilà, voilà. Et donc ce soir, je voulais vous présenter le Feng Shui à travers le filtre de l'actualité, qui est justement les enjeux climatiques et en quoi le Feng Shui True Style va pouvoir, enfin, on voudrait y répondre. C'est pas forcément, comment dire, une formation comment dire, littéral, voilà, c'est un peu ouvert, c'est surtout des questionnements, mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu ça. La formation va se dérouler en 3 axes. La première, c'est que je voudrais vous présenter un bref cheminement de comment le Feng Shui est né et comment il a évalué jusqu'à nos jours à travers les âges. Le deuxième, c'est de développer un peu les principes du Feng Shui parce que des fois, il y a des choses qui sont mal comprises, peut-être des fois mal communiquées à travers la communication livresque. Et puis ouvrir un peu une réflexion en quoi je suis moi-même persuadé que cet outil peut être très pertinent à travers les enjeux qu'on traverse actuellement. J'ai vu notamment qu'il y avait des personnes là, qui sont engagés sur la rénovation énergétique des bâtiments et notamment par la démarche dans le Campagnateur Rénov'. Donc voilà, je pense que c'était intéressant pour eux et pour tous. Et voilà, et après on terminera par comment dire, des questions-réponses ou même des réflexions que vous avez envie de partager. Voilà, sentez-vous libre. Moi, je vais essayer de suivre en même temps que je parle un peu la chat, les questions, mais je pense que, alors peut-être je répondrai à certaines en cours et d'autres, on le fera à la fin. Voilà. Désolé d'avance si j'ai pas répondu forcément à tout le monde, mais voilà, je vais faire de mon mieux. Voilà. Donc pour commencer, le Feng Shui Q Style pour s'adapter aux enjeux climatiques, c'était déjà le Feng Shui Q Style, c'était juste pour préciser que c'est un Feng Shui qui est traditionnel dans le sens où il vient de que c'est un Feng Shui qui était pratiqué pardon à l'intérieur des cours impériales de Chine. Et donc le Chu Style, ça veut juste dire que c'est une lignée qui s'appelle Chu. Voilà, c'est pour tracer en fait cette lignée de connaissances. Et voilà, donc je vous commence un petit peu à vous présenter comment c'est mis en place ce corps de connaissances et notamment à travers ses origines. Si j'arrive à passer à la bonne diapo, voilà. Donc le Feng Shui en fait est originaire d'Inde. À l'origine, c'est un corps de connaissances qui vient de la tradition orale et qui était pratiqué par les nomades des temps anciens, de l'Antiquité indienne. Et en fait, c'était plutôt le besoin auquel il répondait, c'était surtout un besoin d'être un art de survie en fait, c'est-à-dire que les communautés par excellence, disons, nomades, se voyager de pièce en pièce, et puis des moments, elles avaient besoin d'établir des campements pour se poser, et donc elles ont commencé à observer les places où elles allaient se poser, et évidemment, à partir du moment où elles étaient plus en mouvement, elles étaient un peu plus vulnérables, et donc elles ont commencé à établir des règles très pragmatiques sur la façon d'établir des campements pour mettre en sécurité ces communautés, en fait. Donc, la première chose, c'était qu'il fallait trouver un point d'eau pour juste les besoins vitaux. Et puis, l'autre chose, c'était aussi de pouvoir se protéger visuellement et enfin trouver un endroit relativement abrité pour pouvoir se protéger, quoi.
Donc voilà. Donc ça, ces terres-là étaient pratiquées, donc transmises de manière orale de génération en génération. Puis évidemment, quand c'était des nomades, ils ont commencé à bouger dans l'histoire et dans les territoires, et puis ça a migré en Inde, en Chine, pardon. Et notamment, ça s'est visiblement implanté au moment de la sédentarisation, donc au moment de la création de l'agriculture, et puis de son corollaire qui était l'urbanisme, parce que dès qu'on a créé l'agriculture, on a créé l'urbanisme. Donc là, à partir de ce moment-là, cet art de survie des origines s'est transformé progressivement en un art d'adaptation. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose que nous, dans notre culture occidentale, on n'a pas d'art d'adaptation et on fait figure finalement un peu d'exception parce que dans beaucoup de communautés, comment dire, agraires, voire même à la limite qui sont encore hybrides entre guillemets entre l'élevage et le nomadisme, ou en tout cas qui vont prélever leurs ressources dans le milieu qui est immédiat. Notamment, je pense à des peuples, ce qu'on appelle les peuples racines, en fait, à travers le monde. En fait, c'est au cœur même de leur culture, les arts d'adaptation. Mais nous, on n'en a pas du tout. Voilà, donc, des fois, c'est un peu quelque chose de surprenant. Alors, en quoi ça consiste? Tout simplement, ce que nous, on appelle aujourd'hui pour l'agriculture, les débuts de l'agriculture, ce que nous, on redécouvre aujourd'hui à travers la permaculture, c'est-à-dire observer son environnement, observer son environnement pour pouvoir, disons, créer les ressources nécessaires à la survie de la communauté. Donc, passant à l'agriculture, il a fallu, comment dire, que ces personnes regardent l'environnement qui leur faisait se situait autour d'eux, notamment la terre qui les entourait. Quand je parle de la terre, c'était la terre elle-même, la texture de la terre, de détecter les zones où la terre était plus fertile que d'autres. L'eau, évidemment, la présence de l'eau, les cours d'eau, voilà, les fleuves, les rivières, etc. Ils ont découvert, bon, c'est des choses qui sont aujourd'hui pour nous très simples, mais bon, que par exemple dans les courbes dans les méandres des cours d'eau, il y avait des endroits où il y avait des alluvions qui s'accumulaient, donc avec plus de fertilité, etc. Et puis ils ont observé aussi les montagnes environnantes ils ont découvert que avec ces montagnes, les pentes, etc. et les expositions, ça leur permettait d'obtenir aussi des conditions pour obtenir une meilleure fertilité. Ils ont commencé aussi à créer les premiers almanachs pour justement planter au bon moment, pour avoir, enfin, établir des techniques en fait pour pouvoir obtenir de la fertilité de manière naturelle, s'il n'y avait pas d'autre chose à l'époque. Et voilà. Et puis après, de la Terre, ils ont commencé à regarder le ciel aussi, notamment les astres et les influences que les astres avaient sur ces cultures en fait, évidemment à commencer par le Soleil, mais aussi la Lune qui a une influence, comme vous le savez, sur les fluides notamment. Et puis après, ils ont commencé aussi à observer et à créer des espèces de règles sur la temporalité, notamment avec l'alignement comment ça s'appelle, les alignements d'étoiles, enfin, etc. Donc ils ont commencé à établir des règles en fait. Et puis ces savoirs sophistiqués ont perduré toujours en se transmettant de génération en génération avec une approche très pragmatique, mais en même temps, ils notaient ce qui marchait et puis la génération d'après a ajouté progressivement, agrégé d'autres connaissances et finalement, ça a commencé à devenir des outils qui relevaient d'une certaine expertise. Et dans l'histoire locale de la Chine, parce que c'est là où ça a commencé à se développer sous cette forme-là, il s'est passé que la Chine vivait, et vit encore d'ailleurs, une histoire qui l'habite toujours avec comment dire, ce qu'on a connu aussi en Europe, c'est-à-dire une volonté à un moment donné d'obtenir une cohérence territoriale et puis de gouvernance. Et donc il y avait plein de il y a eu plein de dynasties qui se sont succédées, et puis il y a eu plein d'empires, de royaumes qui se sont combattus à travers les âges pour essayer
de créer une géométrie du territoire, et puis affiner des techniques de gouvernance, en fait, voilà, comme un peu ce qu'on a connu nous en Europe, en fait, avec cette grande obsession qui anime toujours la Chine d'avoir un grand peuple, un grand pays unifié, voilà. Donc cette histoire enfin, la Chine qu'on connaît aujourd'hui, ben, en fait, ça a été toute cette histoire complexe qui l'a forgée, en fait, qui l'a conçue. Et ben, des empereurs ou des petits royaumes ont commencé à observer, enfin, à avoir vent de communautés qui avaient développé ces techniques avec succès et qui arrivaient à faire évoluer leur peuple, leur communauté, disons, dans des villages ou dans des petites régions, avaient porté, et comment dire, réussissaient à avoir un développement pacifique et prospère. Bah, ça a commencé à les intéresser parce qu'ils se posaient des questions sur l'utilisation du conflit pour justement unifier le territoire. Et bah, ils se sont aperçus que bah, faire la guerre, ça avait un coût psychologique, un coût humain et un coût économique. Et donc, bah, il faut monter une armée, il faut l'entraîner, il faut après l'envoyer en campagne, il faut toujours continuer à assurer le ravitaillement. Une fois qu'ils ont tout cassé, il faut reconstruire. Et après, il faut se prévenir de soulèvement des générations qui cherchent à se venger. Donc, ça a un certain coût, quoi. Donc, certains ont commencé à dire, mais peut-être qu'on pourrait utiliser ces techniques pour rassembler les gens dans la paix, en fait, et gagner en prospérité en évitant la violence. Alors, évidemment, ça n'a pas été tous, mais certains empereurs l'ont utilisé. Et puis, partons du principe aussi que, bah, en utilisant ces connaissances, on pouvait aussi innover en termes de gouvernance et de faire ruisseler, entre guillemets, le, 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 le- les, les- les bonnes décisions politiques auraient des conséquences sur la prospérité du territoire et donc du coup auraient un effet sur la population. Et donc, si la population était comment comblée et que tout allait bien, ben, ça assurait aussi la longévité de leur règne. Et donc, ils ont commencé notamment à développer cette technique, comme je vous l'ai dit, donc, au début, c'était les premiers agriculteurs qui l'ont fait sur l'agriculture, mais aussi sur les bâtiments d'élevage et aussi sur le lieu où ils allaient établir leur maison, puis progressivement leur ville. Et là, ben, pour les empereurs et les décideurs et les leaders, en fait, ils ont commencé aussi à les utiliser pour établir les tombeaux où ils allaient ensevelir leur lignée familiale et pour leur donner une pérennité et dans l'au-delà et dans l'ici et maintenant. En fait, ils utilisaient ces techniques pour, voilà, pour leur assurer une longévité. Et par ailleurs, bah, éviter des guerres coûteuses, ou alors s'il fallait la faire, on la faisait en dernière instance, la plus brève possible. Voilà. Et donc ces connaissances se sont bâties comme ça, se sont évoluées et se sont devenues même carrément des choses que la haute, les fonctionnaires d'État à haut niveau, qui devaient passer des concours extrêmement compliqués et complexes, ben, devaient intégrer ces choses-là pour pouvoir accompagner et conseiller les empereurs sur voilà, l'établissement des tombeaux, la façon de gérer leur gouvernance avec les rythmes des saisons, etc. Et notamment, ben, c'est devenu comment dire, un outil de gouvernance en fait, pour aider pour aider la gouvernance en fait. Voilà. Et puis, ben, en même temps que chaque connaissance a un côté magnifique, etc., il y a des gens qui savent aussi l'utiliser à un mauvais escient, et donc autant ces outils pouvaient servir à essayer de pacifier, harmoniser, on peut les utiliser dans le sens inverse. Il y a eu quelques applications militaires malheureuses qui ont fait que ben, ces gens utilisaient aussi ces connaissances pour rompre l'harmonie avec l'environnement et induire l'ennemi sur un champ de bataille ou sur un champ politique de manière hybride, comme on appelle aujourd'hui, des,
pour mettre la confusion dans le gouvernement ou comment dire, la gestion de l'armée et qui leur serait fatale sur un champ de bataille, en fait. Voilà. Donc très vite, s'est mis en place autour du Feng Shui une question relative à l'éthique qu'on trouve aussi chez nous dans notre culture, c'est-à-dire qu'on pouvait l'utiliser, mais qu'il y avait certaines lignées, donc notamment d'académiciens et de lignées d'enseignement qui se sont dotés de codes éthiques pour éviter ces débordements, quoi. Mais bon, cette guerre est toujours, ce conflit et ces dérapages est toujours au cœur de cette histoire. Et notamment, dans toute l'histoire du Feng Shui depuis sa naissance, il y a toujours eu un peu des dérapages ou des bonnes captations et des mauvaises utilisations. Et donc, c'est des fois des divorces entre la politique et le Feng Shui, et des fois des grands amours et des fois une période de divorce, quoi, qui se sont comment dire, succédés et qui continuent à le faire jusqu'à dans notre ère contemporaine et aux actes récents, entre guillemets, qui ont été notamment la révolution culturelle ou le Feng Shui, au titre de, pas que le Feng Shui, mais tous les arts traditionnels anciens de Chine qui avaient dominé un peu justement l'Empire. L'Empire du Milieu, bon, et ont été jugés anti-révolutionnaires et donc effacés totalement. Mais c'est entre guillemets un épiphénomène qu'on retrouve partout dans l'histoire de Chine. En fait, c'est pas que la période contemporaine. En fait. Donc voilà. Donc suite à ça, ça a provoqué une onde de choc entre guillemets, c'est-à-dire que les personnes qui pratiquaient ces arts-là, ce complexe d'art autour du Feng Shui, ont senti le vent tourner, donc beaucoup ont anticipé et sont allés se réfugier sur ce qu'on appelle les quatre dragons asiatiques, que sont Singapour, Taïwan, Hong Kong et et la Corée du Sud, pardon, et où ils ont continué à être appliqués au niveau du civil, en fait. Voilà, mais se sont écartés du champ politique, en fait. Voilà. Et puis, il y a eu très, très récemment, donc au milieu des années 90, des mouvements, comment dire, des lignées contemporaines, enfin, une lignée contemporaine qui s'est implantée en Europe en prenant le pari que les Européens allaient se trouver faire face à des enjeux sur l'environnement et bon, ce que nous on appelle aujourd'hui le climat, c'est assez intéressant parce que ça a été prédit de longue date et que peut-être que nous, à ce moment-là, on serait plus ouvert à ces questionnements et cette approche que peut-être elle le serait en restant en Asie, son berceau de naissance, mais où elle serait pratiquée de manière un peu plus systématique et moins en recherche, en fait. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, le Feng Shui, c'est un art d'adaptation, donc c'est important qu'elle puisse aussi évoluer dans un autre contexte. Et donc, elle a commencé à être enseignée de manière traditionnelle en Occident à partir du début des années, ouais, c'est ça, milieu des années 90, début des années 2000. Et aujourd'hui, on a des consultants occidentaux et voire européens qui sont extrêmement avancés, qui ont des très très bons niveaux, et voire des maîtres en fait. Voilà. Et donc voilà, c'était le premier axe sur lequel je voulais un peu parler du Feng Shui, c'était cette brève histoire. Donc c'est une tradition orale et à se souvenir et que c'est un art d'adaptation, c'est quelque chose dont on n'a pas coutume. Enfin, on n'a pas ça dans notre culture. Voilà. Deuxième élément, je voulais vous expliquer tout simplement comment ça marche le Feng Shui, les principes fondamentaux. Euh, le Feng Shui, déjà, ça veut dire, c'est l'assemblage de ces deux idéogrammes qui sont, comme vous le savez, l'écriture chinoise, et ce sont des idéogrammes qui sont entre l'évocation d'un dessin et leur assemblage trouve des significations particulières. Il y en a plusieurs milliers, en fait, voilà. Et ces deux trigrammes-là représentent le vent et l'eau. Et ça représente aussi en dessous le souffle céleste, c'est-à-dire le souffle
et l'esprit, et l'autre ressemble, l'eau, c'est ce qu'on appelle le sang de la terre. Et en fait, ces deux idéogrammes qui s'appellent Feng Shui, c'est aussi pour résumer le fait que quand on a du souffle et quand on a du sang, eh ben, la vie est possible. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ça devient une étude de science de la vie, en fait. Donc, une étude de la vie, voilà. Alors, en quoi ça consiste? Alors, simplement, je voulais oui, peut-être utiliser aussi le vent et l'eau. Je ne sais pas si ça quand j'ai commencé, je vous ai parlé des tribus qui étaient nomades en Inde. En fait, ben, quand ils se posaient, ils cherchaient de l'eau, ils cherchaient aussi à se protéger du vent, tout simplement parce que quand on était nomade, on était aussi chasseurs et cueilleurs. Et en termes de chasse, ben, le vent, il pouvait avoir un rôle très important, notamment pour la survie de la communauté, parce que selon où on était dessous ou caché par le vent, on pouvait être soit la proie, soit, soit le prédateur, en fait. Voilà. Donc, c'était pour résumer ces deux points-là. Et aussi, c'est pour évoquer la question de l'énergie dont je vais parler tout de suite après, que l'eau et le vent, bah, c'est des outils qui permettent soit de disperser l'énergie, soit de l'attraper. L'eau attrape l'énergie et le vent la disperse. En fait. Voilà. Donc, en fonction que cette énergie est équilibrée et apporte des choses positives, on essaie de la capter avec de l'eau, et si elle est déséquilibrée, etc., on peut avoir besoin de la dissiper, en fait. Donc, on utilisera le vent pour résumer. Voilà, c'est pour faire un résumé, disons. En quoi ça consiste exactement le Feng Shui? Ben, l'axiome du Feng Shui, en fait, c'est que notre environnement, il va agir sur notre destinée. Alors, destinée, ça peut être aussi ce qu'on pourrait appeler, nous, l'histoire personnelle, c'est-à-dire que dans notre vie, on va être face à des challenges permanents avec plus ou moins d'intensité et de force. Et du coup, on va être amené à prendre des décisions. C'est au terme de notre vie, en fait, où on verra toutes les décisions qu'on a prises au cours de notre existence. Et c'est ça qu'on va appeler la destinée, en fait. C'est cet enchaînement de prise de décision. Alors, quand je parle décision, c'est vraiment des actions, en fait. Alors, c'est pas cette question de prendre la bonne décision, c'est pas une question qui est uniquement liée au Feng Shui. En fait, on la retrouve dans plein de civilisations, mais même dans l'ésotérisme, dans notre ésotérisme contemporain, enfin notre ésotérisme occidental, on retrouve ce genre de questions. Et d'ailleurs, il y avait plein d'outils qui étaient là justement pour accompagner cette prise de décision en fait. Et donc prendre les décisions, bah, c'est-à-dire c'est avoir une intention, mais c'est aussi quand même qu'elle soit accompagnée d'une action. Et donc la question c'est quand même la chose de mettre en action quelque chose. Voilà. Donc l'idée c'était que l'environnement attrape la destinée. Alors ça, on peut l'environnement, ça peut être totalement lié à notre maison familiale, par exemple, à notre bureau, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle lié au grand Feng Shui. C'est-à-dire qu'en fait, l'architecture d'une ville ou même un paysage, en fait, va avoir cette influence et comment dire, avoir une influence sur la destinée, mais là, pour le coup, collective, au-delà du cercle de famille ou au-delà de celui de l'entreprise. Alors, c'est un aspect que on connaît un petit peu moins en Occident, mais qui commence à venir, en fait, c'est justement qu'on peut agir à l'échelle des paysages et de l'urbanisme notamment. Et là, ben, en fait, clairement, ça veut dire que l'environnement construit par la main de l'homme, il va avoir, ou construit tout simplement dans les montagnes, enfin, etc., les formes naturelles, elles vont raconter et cofabriquer une histoire, en fait, d'une communauté. Voilà. Et alors cette relation en fait entre l'environnement et la destinée, eh ben, en fait, il va se faire à travers un médium qui est ce qu'on appelle l'énergie ou le qi plus exactement. Alors dans la culture chinoise, on appelle le qi, on appelle le ki chez les Japonais, le prana en Inde, mais on le retrouve sous plein de formes, dans plein de justement d'adaptation dans les peuples racines, notamment ça peut être l'esprit, enfin voilà, l'énergie universelle, etc. Et donc ça, c'est le médium commun qui fait interagir, qui communique avec ce qu'on appelle les cinq mondes, c'est-à-dire le monde
des minéraux, le monde des végétaux, le monde des animaux, le monde des humains et le monde des esprits. Et en fait, c'est à travers ce médium que se passe cette influence en fait environnementale avec nous les êtres humains. Donc c'est pas que l'environnement, je veux dire strictement naturel autour de nous et architectural, mais évidemment cet environnement architectural et structurel, urbanistique ou paysager autour de nous, évidemment, nous influence dans une très large part. Voilà. Donc, comment ça se passe concrètement? Ben, en fait, ça se passe à travers deux approches. Un première approche qui est ce principe qui s'appelle qui concourt à former ce qu'on appelle l'école de la forme, c'est-à-dire que la forme va influencer l'énergie et l'homme va suivre l'énergie. On dit l'énergie suit la forme et l'humain suit l'énergie. Donc ça vaut pour des formes qui existent dans l'environnement et ça existe aussi à l'échelle de formes qu'on va créer en fait. Donc ça ouvre un peu notre responsabilité d'architecte sur autre chose que juste fabriquer. On ne fait pas juste de ce point de vue-là, on ne fait pas juste un assemblage de choses qui ont un rôle esthétique ou technique ou voilà. On va aussi agir sur le comportement des gens qui vont habiter ces logements ou qui vont se situer autour, en fait. Donc voilà, quand on prend la décision de construire, de concevoir et de construire quelque chose, de le mener à terme, parce que c'est une question d'action, action de construire eh ben, ça va fabriquer justement un comportement et des choses qui vont agir sur la façon dont les gens vont prendre des décisions à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est super important. Et pour s'en rendre compte, ben, concrètement, quand on va, ne serait-ce que dans certains pays, etc., la forme, elle va influencer la culture locale. Bon là, j'ai pris évidemment des choses entre l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, un pays chaud, un pays froid, le Brésil et la Suède. On ne s'y comporte pas de la même manière parce que les paysages sont pas les mêmes, le climat n'est pas le même, la langue du coup n'est pas le même, et la culture non plus. Donc, c'est ce qui fait le charme de notre belle planète, c'est justement un assemblage de peuples différents qui ont justement des coutumes, des choses différentes, parce qu'elles sont influencées par ce paysage, en fait, par cette structure. Mais on n'a pas besoin d'aller si loin non plus. Des fois, il suffit de passer la frontière d'un département ou même d'une commune ou disons au moins d'un pays très proche, que ce soit la Belgique pour nous, Suisse, Luxembourg, Italie, Espagne, Angleterre, enfin voilà, États-Unis, pour voir que ben, les choses sont différentes en fait. Donc ça, c'est très important, cette énergie de la forme, parce que cette influence de la forme, elle est primordiale puisqu'elle elle génère tout ce chaînage énergétique. Et sachez aussi que les pensées elles-mêmes sont des formes en fait, et donc elles influencent notre comportement. Et notamment, bah, il faut essayer de penser positif et du coup, ça peut changer votre vie. Voilà, c'est très important. Ça, c'est un premier principe fondamental. Et un second principe, ça va être qu'on va introduire cette notion aussi de timing, c'est-à-dire qu'en fait, tout est question de timing en Feng Shui. Et l'idée, c'est que si on se trouve au bon endroit, au bon moment, eh ben, automatiquement, ça va induire qu'on va avoir un comportement qui va faire qu'on va créer l'action juste, c'est-à-dire en harmonie avec le reste, en fait. Et donc, que l'enjeu, c'est donc d'essayer de jouer sur le timing et le bon endroit. Ben, nous, architectes, on peut fabriquer le bon endroit, mais aussi être au bon timing. Et notamment en architecture, cette question de bon timing, ça va être le moment où on va ouvrir la terre, par exemple, pour commencer un chantier de construction. On a des techniques pour calculer voilà, ce fameux timing pour pouvoir créer les conditions qui vont se fabriquer, se construire dans le temps sur le long terme en fait. Donc voilà, donc ça c'est très important. Et donc voilà les grands principes fondamentaux du Feng Shui. Évidemment, je vous les décris de manière très sur les grandes lignes parce que évidemment c'est une connaissance quand même assez complexe requiert quand même l'apprentissage de certains matériaux de base que je viens juste de brosser, qui se trouve dans cette petite formation là, de 2 jours. Et donc voilà. Donc la question du timing aussi qui est très importante, c'est que la vision du temps, selon la connaissance du Feng Shui, et là encore de beaucoup
de peuple racine, c'est que le temps est cyclique en fait. Nous, on a tendance à le voir comme une grande ligne avec le passé derrière et devant l'avenir, mais en fait, cette vision orientale, elle est plutôt en spirale en fait. C'est-à-dire que ils ont déduit qu'il y avait des moments qui se répétaient, et juste pour donner un exemple, tout simplement, les saisons tous les ans se reproduisent, elles sont toutes plus ou moins pareilles, enfin évidemment en dépendant des hémisphères et de la position de la planète, parce il y a des endroits où il y a juste la mousson et puis tout le reste du temps c'est différent, ou juste entre guillemets presque deux saisons, et puis il y a des endroits où il y a vraiment quatre saisons bien distinctes. Mais pour parler par exemple de la France, bah, tous les ans on a un printemps, tous les ans on a comment dire un été, et tous les ans un automne et un hiver. Et évidemment, si on se place comme agriculteur, même avec des produits, de la lumière, etc., ça paraît un peu logique. Il faut planter au début du printemps pour certaines espèces, et puis qu'on va récolter plutôt à l'automne, et que du coup on va pouvoir stocker pendant l'hiver. En fait, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui participe au temps cyclique, parce que Feng Shui a des origines agraires en fait. Et là, le truc, c'est que ben, si on sait qu'on est dans un temps cyclique, on peut anticiper prédire entre guillemets, ce qu'on appelle avec les intelligences artificielles de la prédiction, c'est-à-dire prédire ce qui risque d'arriver. Et en même temps, on peut aussi revisiter son histoire à travers les différents réseaux d'influence qui s'est passé par le passé. Et par exemple, actuellement, donc on est dans une période que le Feng Shui appelle enfin, dans notre Feng Shui appelle la période 9, c'est pas très original, mais voilà, qui est déterminée par rapport à un découpage justement cyclique du temps. Et cette période elle va durer de 2017 à 2043. À partir du début de cette période, parce que c'est pas évidemment coupé au couteau, ça commence à se chevaucher un petit peu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les choses ont tendance à s'accélérer drôlement. Et on a bon, bah, commencé par le Covid. Là, on a enchaîné un petit peu partout avec des choses qui sont totalement imprévues et qui nous bouleversent tous un peu parce que justement, c'est très rapide, c'est imprévu et ça nous met tous un petit peu en situation anxiogène en fait parce que ce mouvement est très très rapide. Ben, sachez que dans le Feng Shui Style, ben, ce mouvement en fait qui apparaît en ce moment, il correspond à une période qui, dans le passé, équivaut à la première révolution industrielle, qui a été un grand séisme dans la façon dont on a vu évoluer nos sociétés, quoi, modernes en tout cas. Et donc, ben, en fait, on vit la même chose, mais évidemment, il s'est passé du temps, donc même si les choses se ressemblent, il y a eu quand même des interactions entre notre humanité et son environnement, et finalement, qui fait que les choses sont différentes, se reproduisent presque à l'identique, mais pourquoi presque à l'identique? C'est parce que aujourd'hui, ben, il y a d'autres choses, il y avait d'autres constructions, il y avait d'autres choses, d'autres apports, pas que de la construction là encore architecture, urbanisme ou paysage, parce que la construction mentale, on a évolué et donc du coup les choses se passent différemment pour cette raison-là. Mais les enjeux énergétiques sont comment dire, sont les mêmes en fait. Et donc la troisième question donc qui se pose sur cette utilisation de cet outil à l'époque contemporaine et par rapport à l'enjeu climatique, donc je voulais aborder le thème de cette réunion, ben, c'était que, en fait, aujourd'hui, on se trouve un petit peu face à notre, comment dire, on a un peu dans la queue, disons, de la première révolution industrielle, qui on a vu passer deux maintenant, deux autres avec l'électricité, la télévision, et puis maintenant l'IA et puis le numérique. On se retrouve un petit peu dans la question ben, dans le passé, on a pris des décisions et aujourd'hui, ben, en termes de climat, ben, on s'aperçoit que malgré le fait qu'on avait le rapport Meadows, etc., on a sous-estimé en fait ce facteur du milieu, de l'environnement,
Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation très problématique et dont on a du mal à sortir. Et donc, même si nous, actuellement, notamment à l'ordre des architectes, etc., on commence à s'adapter sérieusement à ces questions, et notamment sur le sujet, je pensais, des rénovations énergétiques, là. Alors évidemment, il y a cet aspect technique, etc., qui est très important, etc. Mais il faut voir que on va résoudre un certain nombre de choses, mais que peut-être il faut penser un peu plus large en fait, et notamment euh, ce qu'on appelle, j'ai mis, ouais, un peu out of the box thinking, disent les Anglais, c'est-à-dire sortir de la boîte en fait. Il faut penser hors des sentiers battus et voilà. Et comme disait cette citation Einstein, et je voulais partager avec vous que je trouve intéressante, c'est qu'on peut pas résoudre les problèmes qu'on a créés avec la même pensée quand on avait au moment. Enfin, on peut pas résoudre les problèmes avec la même pensée utilisée quand on les a créés, quoi. Donc peut-être que la question de s'adapter au climat, c'est aussi peut-être de poser, décentrer notre point de vue, apporter un autre point de vue et utiliser des synergies pour pouvoir, comment dire, progresser ensemble en fait. Et que cette vue qui peut paraître un petit peu traditionnelle, ancienne, voire pour certains politiques et pour certaines personnes que je peux comprendre, totalement irrationnelle, en fait elle a sûrement un rôle à jouer, et qu'aujourd'hui peut-être que ces connaissances anciennes, empiriques, elles peuvent apporter un nouveau regard sur les solutions à apporter sur comment dire, le réchauffement climatique et le développement durable. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez cet ingénieur inventeur américain qui a été connu particulièrement parce il a fait connaître ce qu'on appelle les structures transégrites et les structures géodésiques, qui est Richard Buckminster Fuller, et il avait toujours des réflexions très intéressantes, dont celle que je vous affiche là. Et en fait, ces lois existent, en fait. Les lois dont il parle, qui régissent ce système, en fait, elles ont été déjà mises en place et en fait, par des personnes et des peuples et des histoires, elles ont été pratiquées dans des endroits et avec succès, et que peut-être aujourd'hui, les gens comprenaient un peu pour des arriérés, sont peut-être finalement nos égaux et peut-être même plus sages que nous et pourraient nous apporter justement autre chose pour pouvoir essayer d'avancer quoi sur cette question du climat. Et notamment quand on voit ces trois cercles en interaction là qui définissent le développement durable, donc qui est évidemment lié à la question du climat. On voit que ces trois sphères développées avec notre approche occidentale et notamment rationnelle, elles ont un mal fou à avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'environnement, du point de vue de la sphère économique, est souvent perçu comme un frein. Le social voit dans l'environnement des fois uniquement quelque chose qui est lié à l'environnement social, l'environnement de travail ou quelque chose de très ciblé, mais pas forcément dans son ensemble. Et le social économique se voit, comment dire, des fois comme des freins à l'un à l'autre en fait. Et donc évolue de manière essayer de sortir du lot de manière exclusive, quoi. Et l'approche que le Feng Shui a est plutôt plus inclusive. Et en fait, dès le départ, en fait, c'était annoncé que nous, l'environnement, c'est la chose qui est au cœur du fonctionnement et de la mise en harmonie, enfin, de cette mise en harmonie. Et donc, si on soigne l'environnement, automatiquement, on va induire de la prospérité économique et de la cohésion sociale. Et donc, du coup, nous, ce problème n'existe pas, en fait. Et donc, du coup, d'apporter ces doubles regards, en fait, pourrait conduire à justement essayer d'augmenter la synergie. Et je prends toujours cet exemple que j'ai entendu développer au Canada, notamment sur la médecine, en fait, l'avancée de la médecine. C'est que ils se sont rendus compte que finalement, il y a eu plusieurs médecines qui étaient pratiquées autour du globe, et que autant pour la médecine universitaire que nous connaissions avec des fondements scientifiques,
on a fait des avancées extraordinaires, des découvertes scientifiques formidables, et on est capable de faire des choses que des médecines traditionnelles ne savent pas faire. Mais en même temps, il y a aussi des médecines traditionnelles qui savent faire des choses que la médecine universitaire ne sait pas forcément très bien faire, ou elle est un peu plus en impasse, comme des maladies chroniques, ou peut-être sur les choses qui relèvent un peu de la psychiatrie. Et donc, ben, pourquoi faire travailler ces choses l'une contre l'autre dans une guerre de territoire, alors qu'en fait, on pourrait très bien les faire travailler ensemble, et du coup, ben, de remporter la bataille du climat et du développement durable en faisant marcher ces choses en- en- ensemble, en fait. Voilà, c'était ça l'idée. Et je voulais partager avec vous aussi une phrase d'une femme, une Française qui a vécu une expérience incroyable en Mongolie. Peut-être certains ont entendu parler de cette personne, Corinne Sombrin, qui a développé des protocoles de recherche sur la transcognitive auto-induite, mais aussi qui a été, il y a un film qui a été tourné sur elle avec Cécile de France, qui s'appelle Un monde plus grand, voilà. Et elle a une phrase que je trouve très intéressante. Elle raconte que si notre société a travaillé à faire de nous des êtres plus savants, les sociétés traditionnelles se sont de tout temps attachées à faire de nous des êtres plus conscients. Et qu'en fait, peut-être qu'à travers l'enjeu climatique, à travers ces enjeux, cette bataille, entre guillemets, pour le climat, mais aussi pour le développement durable, eh ben, on pourrait trouver l'occasion d'ajouter quelque chose qui nous concerne en termes de conscience, d'appliquer et de faire, ben, nous, à notre échelle d'architecte, de mettre de plus de conscience dans ce qu'on fait, en fait. Et que c'est là que pourrait être l'intérêt de cette approche pour l'architecture contemporaine et la façon dont on va la concevoir et appliquer ces principes. Et donc, si on le faisait de manière locale, adaptée donc à l'environnement local, ça pourrait constituer une solution globale, donc ce qu'on appelle le local aujourd'hui, et que pour conclure, en fait, en utilisant le Feng Shui, en fait, on va chercher un équilibre en fait entre les différents composantes de l'environnement pour que tout ça fonctionne avec ce qu'on appelle en business aujourd'hui un business win-win, c'est-à-dire que tout le monde soit gagnant en fait, et que donc notre environnement nous apporte et nous on lui apporte aussi en fait de manière équilibrée. Donc on peut créer vraiment un projet de société autour de ça, quand on utilise le Feng Shui à travers ces deux principe dont j'ai parlé, qui est le principe de l'énergie sur la forme et l'humain sur l'énergie, ou être au bon endroit au bon moment pour faire l'action juste. En fait, si on les combine, ça veut dire équilibrer le yin et le yang. Et donc, en faisant ça, la conséquence d'agir comme ça dans l'environnement, c'est de produire du lien. Et en créant du lien, alors avec l'environnement, mais je vous ai dit que ça concerne l'environnement aussi, les cinq mondes, hein, c'est-à-dire les animaux, etc. Si on arrive à créer du lien, alors on diffuse de l'amour, en fait. Voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'arriver à créer comment dire, des actions de construction qui produisent de l'amour. Voilà. Pour conclure, c'est un petit peu, voilà, un peu simplifié, mais en fait, voilà, c'est ça. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Maintenant, j'avais envie d'échanger un peu avec vous sur des questions par rapport à ça, et voilà, être sûr que j'ai essayé de bien comprendre, que je me suis fait comprendre. Et voilà. Donc du coup, je suis. Alors, à quelle période fait référence ces dates 2017-2043? Alors, c'est un peu technique en fait. C'est ce Feng Shui Chusta, là, je pratique, en fait, c'est un Feng Shui qui était pratiqué à la cour impériale de Chine, et ces découpages, en fait, c'est des découpages de grandes périodes qui durent 180 ans, et en fait, qui sont découpés en plusieurs. Et donc, ce système s'appelle le Yuan Hong, c'est-à-dire le mystère du vide, en fait, voilà, c'est son nom. Et c'est de ces connaissances-là qui sont tirées ce découpage temporel, en fait. Je crois parce que mon maître est d'origine cantonaise, je crois qu'en
En mandarin, il porte un autre nom, c'est mais je me rappelle plus. Désolé, je me rappelle plus, je sais pas si ça répond à votre question. C'est le Yuan Hum. Oui, je peux l'écrire dans la chat, là. Le Yuan Hum, et ça s'appelle Mystère du vide. Hop. Vous avez d'autres questions? Ah oui, merci, avec plaisir. Et est-ce que ça répond à vos questions un peu sur les connaissances en fait du Feng Shui? Notamment, j'ai vu qu'il y a deux personnes qui sont accompagnateurs rénovation énergétique. Je trouve ça intéressant parce que moi-même, je m'y intéresse et effectivement, je pense que ça peut être un outil pour aider des personnes à sortir de la précarité énergétique. La forme influence l'énergie. Eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction des formes géométriques, de certaines formes, en gros, les formes qu'on peut identifier dans la nature avec et qui sont dotées d'intention, comment dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, des formes qui vont ressembler à quelque chose dans le règne organique ou le règne animal ou le règne des humains, c'est-à-dire quelque chose qui va, par exemple, une forme qui pourrait ressembler à je vais prendre l'exemple du Brésil, par exemple. Voilà. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, En fait, si vous avez l'occasion d'aller voir au Brésil, vous voyez les formes des montagnes, en fait, elles ont des douceurs, etc. Et puis, elles sont très proches des formes du corps humain, en fait. C'est pour ça que j'ai vu cette jolie jeune femme avec, voilà. Et ce qui fait que cette forme influence beaucoup la sensualité des Brésiliens, en fait. La sensualité des formes comment dire, a une action sur la culture brésilienne. Ils ont très férus de culturistes, etc. Ils adorent tout ce qui a trait à la forme en fait du corps. Et en fait, cette influence, elle se passe par ces montagnes, par exemple. Là aussi, l'autre montagne qu'on voit ici, donc ça, c'est une photo que j'ai prise dans le nord, cercle polaire, dans le nord de la Suède, en fait, ça s'appelle Laplando. C'est la porte du territoire lapon, en fait. Je sais pas si vous savez, mais c'est un peu nos Indiens européens, en fait, qui vivent sur le nord de la Norvège, Finlande, Suède et Russie. Et en fait, ils ont un territoire là, il y a une entrée qu'on appelle justement côté suédois, une porte qu'on appelle la Door. Et le fait que cette forme soit un peu ronde là, un petit peu ronde, ben du point de vue du Feng Shui, ça raconte que la lecture de cette forme, elle raconte qu'il y a du métal dans le sol en fait. Et il se trouve que quelques centaines de kilomètres plus bas de cette photo, il y a une ville minière qui s'appelle Kiruna City, qui a été bâtie au 19e siècle et qui en fait est une ville extrêmement productive, puisqu'elle a produit 3% de l'acier mondial, et l'acier mondial celui-là est très connu pour ses qualités voilà, environnementales. Donc voilà, c'est à l'échelle de grands paysages, mais la forme, par exemple, elle peut aussi influencer, par exemple, les bâtiments avec des clochers en pointe, que ce soit, ça n'a rien à voir avec la religion que ces bâtiments abritent, en fait, le fait qu'il y ait des pointes, c'est une énergie qui va avoir tendance à attirer des gens qui sont intéressés par les connaissances, en fait, par l'intellect, en fait, pour les choses, ou les choses de l'esprit, les connaissances anciennes, ou par les connaissances d'une manière générale, d'augmenter leurs connaissances, ou d'augmenter aussi répondre à un besoin d'élévation spirituelle, voilà. Et donc, tout typiquement, ce genre de bâtiment
est très bon pour les études, notamment pour les universités, etc. Ce genre de forme, en fait, architecturale va influencer les gens qui habitent dedans. Et notamment, il y a des universités très connues à travers le monde, je pense que c'est en Angleterre, ou qui sont un peu du gothique, disons, et en fait, avec ces espèces de formes de pinceaux, en fait, et du coup, qui attirent les gens, qui les font évoluer dans cette chose, en fait. J'arrive pas à retrouver la charte, je sais plus où sont les questions. Au secours. Ah voilà, j'ai loin. Alors, les personnes qui viennent nous voir en tant qu'architecte, viennent-ils en conscience chercher un équilibre grâce au Feng Shui? As-tu un retour de leur expérience en long terme pour une des réalisations? Alors, c'est une question intéressante. La plupart du temps, les personnes qui viennent solliciter un architecte et qui demandent du Feng Shui, bah, déjà, il y a un truc qui est super, c'est qu'ils sont déjà très sensibles aux questions de l'environnement. Donc, c'est des gens qui sont pas tellement à convaincre, en fait. Après, les gens qui viennent chercher ça ne comprennent pas forcément toujours ce qu'ils viennent chercher. On a tendance à dire que il y en a qui disent que je viens par curiosité, mais il y a une partie d'eux-mêmes qui appelle au secours derrière. Et en fait, il y a il y a une attirance, en fait, voilà, il y a une attirance, voilà, c'est une aspiration à ça, et donc là, après, c'est à nous, évidemment, de l'accueillir, l'aspiration, et de les diriger pour faire les choses. Des fois, ça peut aussi être un peu frustrant pour certaines personnes qui attendent du Feng Shui que la personne qui vient poser des conseils leur résolve tout en leur proposant des solutions et qui comprennent pas forcément qu'il faille qu'ils prennent, qu'ils se mettent en action eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, bah, si on règle l'environnement, on n'a rien à faire en fait. En réalité, c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'ils fassent les choses pour modifier leur environnement et alors ça va marcher, quoi. Et des fois, c'est là que la déception peut venir un peu, des fois, enfin déception ou c'est un cheminement plus exactement, parce que c'est pas vraiment une déception, où les personnes ont du mal à faire tout de suite les choses qu'on leur propose de faire. Ça peut prendre un certain temps et ce temps est nécessaire aussi, parce qu'il faut cheminer et le cheminement, il se fait à l'intérieur de soi, l'énergie aussi. Il se fait, enfin, la connaissance, la transmission de connaissance, c'est une transmission énergétique aussi, et donc, du coup, ça peut prendre du temps, et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a court terme et long terme. Des fois, à l'issue d'une consultation, parce que des fois, on intervient sur des consultations où la maison existe déjà et les marges de manœuvre sont pas forcément, c'est un art d'adaptation, hein, donc il faut s'adapter à l'environnement, aux demandes, etc. Ben, elles sont pas forcément folles, donc voilà. Mais des fois, on peut vraiment construire, et donc, mais là, c'est sur un temps plus long, quoi. Et donc, tout dépend déjà à court terme quels sont les effets. Donc, des fois, il y a des effets, des fois un peu miraculeux, mais c'est pas ceux que je préfère parce que justement, on garde le mauvais côté du Feng Shui, c'est-à-dire on pense que ça, c'est magique. Bon, ça l'est, mais pas dans ce sens-là, je veux dire. Et comme disait mon grand maître, ben, en fait, la réalité du Feng Shui, c'est que ça peut vraiment transformer leur emploi. C'est un peu comme l'alchimie, mais en réalité, ce qui est vraiment la grande réussite du Feng Shui, c'est de transformer les âmes en sages, en fait. C'est ce qu'il nous disait. Et donc, en réalité, c'est que souvent, à terme, ce qui se passe et ce qui est le plus silencieux, le plus invisible, ben, c'est que, en fait, les personnes ont changé leur posture. C'est-à-dire que faire une consultation de Feng Shui ne va pas faire couler des lingots, attirer tous les top modèles de la planète pour demander en mariage un tel ou un tel. Ça va pas être de cet ordre-là. Ça va être que la vie va continuer à avoir des hauts, des bas, mais la posture et la façon d'aborder la question va être différente. C'est ça. C'est ça. Et la façon de prendre des décisions va être différente. Et des fois, j'ai eu des personnes qui m'avait rappelé avant, parce qu'on a toujours, on fait toujours un document qui laisse une trace, évidemment, de recommandations pour pouvoir servir aussi d'indicateur et garder la mémoire, en fait, de ça, de cette interaction. Et des fois, il y a des personnes qui m'ont rappelé, des fois, enfin, une personne, ce qui rentre très sympa d'ailleurs, qui m'avait rappelé des années après en me disant oui mais je comprends pas, ça marchait pas, etc. Et puis on a repris la liste de tous les problèmes qu'elle avait au moment où elle avait commencé. Puis en fait elle s'est rendue compte que tout avait été résolu et mais elle l'avait pas vu. Et, euh, et donc voilà.
Mais voilà, je sais pas si c'est très clair, mais ce que je veux dire, c'est que ça a des effets, mais des fois, là aussi, il faut des fois du temps pour réaliser qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quoi. Et c'est pas et les choses qui peuvent arriver spectaculaires, c'est pas tout. Des fois, ça peut aider à attirer l'attention d'une personne sur le fait, ah, il y a un truc qui se passe. Mais des fois, c'est sur le long terme que c'est plus intéressant, voilà. C'est ça. On attend la question. Alors qu'il y a des éléments architecturaux à bannir absolument dans une conception à Feng Shui. Alors, absolument bannir, euh, il n'y a rien qui me vient comme ça, mais il y a des petites règles, en fait, des petites règles qui sont, enfin, justement, dans le cours de base, là, c'est des petites règles qu'il faut respecter, que ça marche à tous les coups, et des fois, ben, je sais pas, construire une maison sous un pont d'autoroute, c'est pas une bonne idée. Construire une maison dans un couloir des Balanches, enfin des choses toutes bêtes, ça c'est pas une bonne idée non plus, quoi. Mais oui, il y a des peut-être oui, une chose qui est quand même intéressante, à bannir, c'est pas le mot, mais enfin éviter de faire des formes de plans trop compliqués, à moins que ces formes, ce plan, il ressemble à un outil ou quelque chose qui pourrait apporter une intention aux habitants de la maison. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, mais un exemple, quelqu'un on aurait par exemple un bâtiment en L, conçu comme un L, mais où il y a à un moment donné, il y a une partie du L qui est plus petite et du coup, ben, ça pourrait faire penser à un ustensile comme je sais pas, un rouleau de peinture. À ce moment-là, ce serait l'endroit génial pour pouvoir faire comment dire, un artisan peintre vienne habiter là-dedans, enfin poser son entreprise dedans. Mais c'est pas forcément indiqué pour une famille, quoi. C'est pas forcément indiqué pour une famille. Alors, merci Didier, alors merci pour la présentation, avec plaisir. Quelle est la part de la géomancie, ce rapport aux invités dans votre pratique? Eh ben, la géomancie, ben en fait, c'est la géomancie. Ben, la géomancie, c'est un peu les études alors, ça fait partie du Feng Shui, mais en fait, c'est plutôt qui relève de l'observation de la Terre, en fait. Alors, il y en a une partie, mais dans le Feng Shui, on aborde toujours le triangle, ben, c'est un peu inspiration taoïste, disons. Évidemment la Terre, mais c'est aussi le ciel, et c'est aussi l'humain. Enfin, voilà, c'est l'ensemble des trois, en fait, qui fonctionnent. Et des fois, la Terre, on va, par exemple, dans des bâtiments qui ont vocation à être un peu liés à la spiritualité, comme des temples ou des tombeaux, etc. On va utiliser la Terre et certaines choses dans la Terre pour pouvoir bloquer un certain nombre d'énergie et tout ça, pour pouvoir inviter plus d'énergie céleste, quoi, ce genre de choses. On essaie d'équilibrer les trois, en fait. Voilà. Mais je suis pas sûr de comprendre vraiment ce qu'est le mot géomancie, donc je m'excuse. C'est pas la signification. Alors, adapter le Feng Shui pour un meilleur bâtiment énergivore, de quelle manière on peut s'y prendre? Ben, déjà, en fait, ça va être une approche différente. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'empêche pas, et surtout, ça n'empêche pas de l'aborder sur la question totalement technique avec l'audit énergétique, les recommandations, voire l'intégration de l'IA, etc. Mais c'est surtout, c'est dans la conception du bâtiment, on va aussi voir à notre façon comment l'énergie, mais pas l'énergie que nous on a énergie électrique ou CO2 ou tout ça, les émissions de gaz à effet de serre ou voilà, se fuit, mais on va voir comment l'énergie fuit dans la maison d'une autre manière. Et si la maison fuit, c'est un peu la même chose que dans l'énergétique occidentale, c'est que elle est gaspillée et du coup, elle apporte pas de bénéfice aux personnes. Et donc, ça veut souvent dire que les personnes qui sont dans ce type de situation, bon, on va certainement améliorer le bâtiment sur ses performances, l'enveloppe technique, etc. Mais on va pas forcément faire en sorte que les personnes prennent les bonnes décisions et puissent attraper l'énergie de l'argent, entre guillemets, d'une manière qui soit constructive. C'est-à-dire, ils vont continuer à mal gérer leur budget, ils vont continuer à un moment, ils vont reprendre.
ils vont reprendre le pli des mauvaises choses. Et là, autant l'énergie suit la forme le bâtiment va avoir une influence qui est des fois, on a tendance à dire des fois jusqu'à 4 fois supérieure à un horoscope d'une personne. Et donc, le feng shui, c'est se servir de cette relation horoscope aussi et de la maison pour pouvoir appuyer, en fait, et dans le bon sens sur le déroulé de la vie d'une personne. Mais si la maison est mal aspectée, c'est-à-dire dans sa forme, etc., son orientation ou le timing, voilà, dans certaines choses, ben en fait, oui, ils dépenseront moins. Peut-être ils sont sortis à un temps de la précarité énergétique, mais ils pourraient retourner dans une autre forme de précarité. Et c'est là que je trouve ça intéressant de combiner les deux approches, quoi. Alors, des livres à conseiller, ben malheureusement, c'est pas la question, mais moi j'avais reçu tout mon enseignement par la tradition orale. Il y a des choses qui sont pas forcément liées au feng shui, mais qui sont intéressantes. Et il y a notamment Cyril Javary, qui est un sinologue français, qui a écrit un livre qui s'appelle Le discours de la tortue, qui raconte un peu la culture chinoise dans sa profondeur. Et je trouve qu'il a une approche assez intéressante. Il y a un maître français, mais qui lui est parti en Suisse, qui maintenant je crois qu'il est au Vietnam. Alors je le connais des noms avant qu'il soit maître. Il s'appelait Nicolas Hardy. Lui, il avait fait une école traditionnelle concurrente de la mienne, mais il a écrit des choses qui sont très traditionnelles. Et puis il y a Eva Wong qui a écrit l'école des formes. C'est un petit peu dur à, enfin, moi, je l'ai reçu autrement. Alors voilà, c'est un peu dur à travers le livre de comprendre, mais en tout cas, il raconte des histoires sur le contexte de la transmission de savoir qui est intéressante. Et puis, il y a un autre livre qui s'appelle livre euh, La vérité des je sais plus. Je suis désolé, je me rappelle plus. Mais c'était deux co-auteurs, je crois, chinois. La vérité des apparences ou quelque chose comme ça. Et du coup, euh, où il parle du feng shui, c'est pas forcément très bien évoqué au terme de feng shui, le niveau est pas très intéressant, mais le contexte de la transmission, l'état d'esprit de la transmission des connaissances, est intéressant. Désolé, je n'ai pas préparé ce genre de questions et surtout ouais, je bute toujours parce que je lis pas de livres en fait. Enfin, j'en ai lu, mais il y a très très longtemps et maintenant je n'ai pas vraiment besoin. Alors, quel est le rapport entre le Feng Shui et la géobiologie? Ben, un peu la même chose que l'espagnol et l'anglais. En fait, c'est deux connaissances du milieu local qui ont leurs propres règles, etc. Et on travaille sur des choses très connexes avec des approches complètement différentes, en fait. Et il y avait un projet, alors je sais pas si c'est en cours encore, avec Lilo, il y avait une petite personne intéressante là, qui voulait faire une petite initiation à la géobiologie. Et j'avais suivi sa conférence, notamment, il avait répondu à cette question, c'est que quand on fait du feng shui, il y a toujours quelqu'un qui nous pose la question sur la géobiologie, et quand on fait de la géobiologie, il y a toujours quelqu'un qui nous parle du feng shui. Bah, c'est normal. Et en fait, il a dit, mais la question qu'on lui avait posée était assez intéressante. Il disait, mais est-ce qu'on peut compléter le feng shui avec la géobiologie? Ben, il a répondu, ben non, en fait, ces deux formes sont complètes en soi. Après, ben, on peut pourquoi pas étudier les deux, mais c'est des choses différentes et des fois, ça peut semer un peu la confusion de faire les deux. Mais voilà, et puis surtout, faut pas comparer. En fait, c'est ça aussi le truc, faut pas comparer, c'est des choses en elles-mêmes. Et moi, le conseil alors c'est pas une question par rapport à ça, c'est qu'il y a un rapport, hein, c'est comment l'environnement va nous affecter. Alors, un feng shui, clairement, c'est comment l'énergie va nous affecter en termes de décision. Sur la géobiologie, alors, je suis pas un grand connaisseur, alors donc du coup, j'ai quelques vagues connaissances, je pourrais pas trop en parler, mais visiblement, c'est comment l'énergie nous affecte physiquement. Et donc ça parle un peu des mêmes choses, mais avec des approches très différentes. Et on a essayé, parce que donc je fais partie d'une fondation de recherche en Feng Shui internationale là, qui a été créée autour des élèves de mon maître, parce que c'est un art vivant, un art d'adaptation, et donc on doit tout le temps le remettre en question pour pouvoir aussi faire des recherches aujourd'hui qui vont servir dans le futur à enseigner. Euh,
On essayait, il y avait des praticiens chez nous qui faisaient les deux approches et on a essayé de créer des liens et franchement c'est difficile en fait parce que du coup on ne sait pas qu'est-ce qui agit, est-ce que c'est le feng shui ou la géobiologie en fait. Notre problème il est là, en fait. On ne sait pas identifier qui est quoi. Euh, alors en tant qu'architecte, tu rentres dans une relation limite psy avec tes clients ou non? En fait, là, c'est pas vraiment psy dans le sens où il faut être à l'écoute, ça c'est sûr. Mais aussi, l'analyse du lieu permet de nous, enfin, quand on a un certain niveau, disons, permet de voir ce que les gens ne voient pas ou nous cachent, entre guillemets. Et donc, ça, c'est une posture qui correspond à la personnalité de chaque consultant. Il faut établir une relation de confiance, ça c'est comme n'importe quel consultant, hein, c'est pas que les consultants en feng shui, et donc d'écoute, etc. Et puis des moments, euh, on va accompagner des gens qui sont en transition de toute façon, donc faut être accueillant et prévenant. Et puis pour certaines personnes, faut être un peu insistant, parce qu'on voit aussi qu'elles vont avoir des difficultés. Il y en a qui ont besoin d'être poussées et d'autres qui ont besoin d'être canalisées en fait, pour dire. Et donc voilà, il faut savoir doser. La seule chose qu'on ne fait pas, et là c'est lié justement à ce code éthique, en fait, on n'inquiète jamais des personnes sur des choses qu'on voit et qu'on est incapable de résoudre. On ne peut pas semer le doute dans... On est là pour apporter de la clarté. C'est-à-dire, on est là pour aider, donc apporter de la clarté. Donc, on peut pas dire à quelqu'un, ah, ok, voilà, c'est pas bon ça, et il s'en aller. Parce que ça, c'est extrêmement anxiogène, mais ça, on n'a pas le droit de le faire, quoi. Donc, si on ne sait pas le faire, on le signale pas. Ou d'une manière qui soit habile, on amène quelqu'un vers une personne compétente dans le domaine. Et des fois, ça peut être justement psy, ou psychiatrique, ou psychologue, en fait, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous pouvez remontrer des exemples de feng shui dans votre propre pratique architecturale? J'ai pas beaucoup d'exemples. J'ai un cours, j'ai un projet en ce moment en Bourgogne, mais il n'est pas encore fait. Il est en cours de DCE actuellement, donc c'est une petite résidence d'artiste en fait, privée. Sinon, j'ai une maison. Je fais beaucoup de consultations sur de l'existant, donc en architecture, j'ai pas forcément beaucoup d'exemples, mais j'ai une maison aussi que j'ai fait en Normandie, là où j'ai pas de maison si c'est. Ouais, peut-être je peux, ouais, partager. Désolé, je cherche si je peux vous trouver l'exemple. J'avais pas préparé non plus. Euh, je sais pas si je vais trouver. Sur l'ordre des architectes, j'ai comment dire, je sais pas comment accéder. Peut-être oui, oui, avec la carte, je vais vous retrouver. Donc j'ai un exemple où bon, ça commence à dater, mais voilà, c'était une maison pour des clients en Normandie. Euh, Désolé. Euh, je sais pas, j'ai retrouvé. En ton temps, Dominique. Ouais. Alors désolé, je cherche en fait parce que alors je sais pas comment accéder à mon book en fait. Ah voilà, voilà. Donc du coup, je vais partager ça. Ah non, il faut que je partage quoi? Ouais, je partage ça. Non. Hop, ça, voilà. Ouais, on voit. Ouais, bon, je sais pas si c'est très parlant. Voilà, bon là c'était pour des clients en Normandie, donc l'idée c'était une maison familiale en fait avec comment ça s'appelle il y avait trois enfants, voilà. Et donc l'idée ça a été, là on a joué sur l'orientation. Bon, c'est tout petit peut-être pour vous, mais on n'a pas aligné la maison totalement conforme à l'axe du terrain parce qu'on voulait je voulais une maison qui dure enfin, qui avait un certain type d'énergie pour s'accorder aux personnes, donc on l'a un petit peu mise en biais. Et après, donc c'était un plan carré. C'est une maison qui fait 10 mètres par 10 mètres, mais sur le plan architectural, c'était pas très beau d'avoir un cube.
c'est assez dur à traiter. Donc l'astuce, ça a été de gérer, de faire deux maisons mitoyennes en fait. Et puis après, ben, le problème qu'il y avait, c'est que en Feng Shui, la question c'est la maison, on la considère toujours comme ayant une face et un dos, comme un visage humain en fait. Et donc quand on a un cube pareil, c'est difficile de qu'elle ait un visage et un dos. Donc on a créé l'astuce plastique en fait, ça a été de créer cette espèce de balcon en fait, voilà qui a permis que la maison ait une face par là et voilà. Donc, voilà. Et voilà que cet exemple-là. Et puis j'en ai un autre, mais qui est là, et qui est en cours là. Pour l'instant, il est au moment de la DCE. Alors ça, c'est une maison qui était existante. Hein, je ne vais pas intervenir dessus, mais on a ajouté une salle de musique. Enfin voilà. Et c'est voilà. Et puis là, j'ai essayé d'allier parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est aussi d'allier une approche écologique pas radicale, mais disons du géosourcé, biosourcé. Et là, on a un bâtiment qui est à 95% autonome en énergie avec un stockage virtuel et c'est de la botte de paille pour toute cette partie-là. Et donc voilà, c'était important euh, voilà. Donc là, c'est le type de projet passionnant parce que on a des maîtres d'œuvre qui sont déjà, ça répond un peu à la question au début, passionnés par la question de l'environnement. Donc souvent c'est intéressant parce qu'on peut, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est intégrer justement ces deux approches orientales et occidentales, d'avoir des performances sur les deux niveaux en même temps, quoi. Et mais c'est rare, mais ça arrive. Voilà, c'est rare, mais ça arrive. Voilà, je fais pas que ça. Je fais pas que ça. Voilà. Non, je sais pas. Je sais pas si vous avez encore des questions. Je réponds avec plaisir. Hein. Euh, j'ai perdu la chat en fait. Je sais plus question réponse. Elle est là. Voilà. Dominique, il semble qu'il n'y ait plus de questions, si ce n'est D'accord. un remerciement Ah, mais c'est concernant gentil. tes exemples de la part de Justine. Si, moi, j'en avais deux, mais c'est vrai qu'on a voulu, en fait, proposer cette webconférence d'un point de vue macro, et j'aurais deux questions, donc, Dominique. Bah, d'une part, parce que l'ONU s'intéresse effectivement à ce changement de paradigme au regard du fait que, face confrontée au changement climatique, on est particulièrement démunis. Donc, j'aurais aimé peut-être que tu m'en dises davantage. Et puis, deuxième question, ça c'est vrai que là, je l'ai repéré, il y a eu beaucoup de questions, je dirais plutôt du type micro, quoi. C'est-à-dire comment on construit en tant qu'architecte. Et est-ce que tu pourrais en dire davantage à propos de la formation que tu animes? Donc, Ouais. une entrée macro, voilà, l'ONU s'intéresse à ces questions. Et une entrée micro, bah, toi, voilà, en tant qu'architecte, quelles sont les clés que tu apportes? C'est une très bonne question. Oui, il y a quelques années, j'avais rencontré, dans le cadre de notre, comment dire, fondation de recherche, en fait, on invitait à nos réunions, notamment en France, de temps en temps, des personnalités d'organismes qui pouvaient avoir des intérêts connexes. Et puis, on a des actions aussi participatives de recherche qui peuvent aussi concerner de l'aide humanitaire, enfin, ce genre de choses. C'était une personne qui était de l'ONU, qui s'appelle Rajendra Shende, qui travaillait commissaire à l'ONU sur la couche d'ozone, donc on a réussi ce combat en fait, et puis qui était d'origine indienne, et à la fin de la réunion, il avait discuté avec moi et il m'avait dit ça m'intéresse parce que donc ça commence à remonter à quelques années, je pense que c'était dans les années 2010 ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, il m'a dit que, ben, en fait, l'environnement aujourd'hui, qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il y ait, comment dire, un problème au niveau de la planète, etc. C'est plus d'actualité à l'ONU puisque c'est acquis, en fait. Donc, cette question n'est plus d'actualité. Par contre, ce qu'il est, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et les solutions nous intéressent, qu'elles soient scientifiques ou non, du moment qu'elles marchent, en fait. Et lui, eh ben, il était d'origine indienne, et puis la culture de l'ONU fait aussi que c'est un rassemblement de personnes avec des cultures différentes et qui portent justement les intérêts mutuels de leur propre questionnement, et notamment à travers l'UNESCO. Et il était d'origine indienne, et donc lui, ça paraissait extrêmement important que ça pouvait jouer un rôle très important d'intégrer le Feng Shui à l'intérieur
du processus de développement durable, de planification aussi, parce que vous voyez à plus grande échelle, en fait. Et donc voilà, ce sujet est intéressant, c'est qu'en fait, ça peut être vraiment pertinent plus que ça n'en a l'air, en fait, en réalité, que lui, il croyait vraiment. Et donc, c'est aussi ce qui a motivé cette petite conférence ce soir. Et puis, pour la formation, alors, c'est une formation qui dure 2 jours, qui est remboursée avec le FIFPL, hein, c'est ça, à hauteur de je ne sais plus combien maintenant. 250 € au jour. Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est de vous donner des bases, en fait. Là, j'ai commencé à brosser, en fait, mais là, c'est de rentrer un peu dans le détail. Vous partiez avec quelques outils que vous puissiez expérimenter directement cette relation à l'énergie chez vous ou dans votre bureau. Et puis, vous donner le goût, pour ceux qui le souhaitent, d'approfondir, parce que je fais partie donc d'un réseau via cette fondation de recherche, mais aussi d'enseignement international sur la question, et qui permet à ce que des gens qui soient architectes puissent acquérir leur propre connaissance là-dedans. Mais comme on est tous très occupés, architectes, on n'a pas beaucoup de temps, et puis que il faut qu'on connaisse tellement de choses et qu'on a tellement de choses à apprendre, et que évidemment on est dans un espace aussi réduit en termes de temporalité, on peut aussi créer des réseaux et donc faire appel à des consultants professionnels avérés, comme des bureaux d'études qu'on a dans, on ne sait pas faire comment dire, des analyses de cycle de vie. On peut parler à un bureau d'études qui fait ça, ou d'une étude thermique, ou à une étude de sol. Ben voilà, on peut faire appel aussi à comment dire, un consultant professionnel. Et des fois, c'est bien parce que des fois, on n'a pas forcément beaucoup de connaissances, et on va vouloir aider. Et finalement, on peut aussi, en voulant aider, se tirer une balle dans le pied, parce qu'on ne va pas pouvoir le faire, et ça peut aussi créer des problèmes. Alors que si on s'entoure de professionnels, du coup, ça va créer, comment dire, une relation de confiance grandissante avec la maîtrise d'ouvrage. Et puis aussi parce que cette formation, elle permet justement d'être à ces 2 points, c'est-à-dire avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir déjà, à la conception, pas trop faire de bêtises, disons, et puis et avoir les éléments de compréhension si jamais on sous-traitait à un bureau d'études. Et puis évidemment, ça c'est super, mais je dois vous prévenir qu'il faut faire attention, c'est qu'on peut très vite se passionner pour ça, et vous pensez y faire un petit détour de quelques années, et puis vous y restez 20 ans, et puis après c'est à vie, quoi. Voilà. Chacun vous le dire. Si vous mettez le doigt dedans, ça peut emporter tout le bras. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Beaucoup de merci. Merci à vous aussi. Et du coup, je ne sais pas, peut-être Gaël, on va conclure cette formation. Oui, absolument, Dominique. Tu as des remerciements dans le chat. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous, bien évidemment. Et toi, je te remercie grandement, Avec plaisir. Dominique. Grandement, grandement. Excellente présentation. Ah, les prochaines dates, je ne sais pas, par contre, je ne sais plus les prochaines Ah, les dates. prochaines dates, on a des sessions en présentiel, on a aussi des formations en distanciel, et où effectivement, si vous êtes architecte, Dominique Barrière répond à l'ensemble de vos questions, de la conception, évidemment, à la réception des travaux, on peut le dire comme ça, je ne sais pas. Au complète aussi. Voilà, très complète et très opérationnelle, bien sûr. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, Dominique, je te remercie grandement. Ok, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.